La réussite. Rire souvent et beaucoup. Mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Gagner l'estime des critiques honnêtes et endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis. Apprécier la beauté. Trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres. Laisser derrière soi un monde un peu meilleur. Par un bel enfant, un jardin fleuri ou une condition sociale moins dure. Savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous. Voilà ce qu'est la réussite. Première partie. Apprendre l'excellence humaine. Chapitre 1. La marchandise des rois. Le grand but de la vie n'est pas le savoir, mais l'action. Thomas Huxley. J'entendais parler de lui depuis plusieurs mois. On disait qu'il était jeune, riche, en bonne santé, heureux, et qu'il avait réussi. Il fallait que je me rende compte par moi-même. Je l'ai examiné attentivement à la sortie du studio de télévision, et au cours des semaines qui ont suivi, je me suis attaché à ses pas, le regardant prodiguer ses conseils à tous, qu'il s'agisse de chefs d'État ou de malades phobiques. Je l'ai vu participer à des débats avec des diététiciens, former des cadres supérieurs et travailler avec des sportifs et des enfants handicapés. Il paraissait incroyablement heureux et très amoureux de sa femme, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand le voyage fut terminé, ils reprirent l'avion pour San Diego, où ils comptaient passer quelques jours en famille dans leur château qui domine l'océan Pacifique. Comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste bachelier, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps? Après tout, c'était un garçon qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore une garçonnière de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. Comment cet individu extrêmement malheureux, qui se trouvait trop gros, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres et dont les perspectives n'étaient guère reluisantes, était-il devenu cet homme posé, plein de santé, capable d'établir des liens intenses avec autrui et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées? Tout cela paraissait incroyable, d'autant plus que cet homme, c'était moi. Son histoire est la mienne. Je ne suis absolument pas en train de dire que mon expérience constitue le seul type de réussite qui existe. Il est bien évident que nous avons tous des idées et des rêves différents sur ce que nous voulons faire de notre vie. En outre, je suis bien conscient que les relations qu'on a, les lieux que l'on fréquente et les biens que l'on possède ne donnent pas la vraie mesure de la réussite personnelle. Pour moi, la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. L'idée où je veux en venir est simple. En appliquant les principes que vous allez découvrir dans ce livre, j'ai réussi à modifier non seulement ce que je pensais de moi-même, mais aussi ce que je faisais de ma vie, et les changements que j'ai opérés sont à la fois considérables et mesurables. L'objet de ce livre est de partager avec vous ces découvertes qui ont changé toute mon existence. Je forme le vœu sincère que les techniques, la stratégie, le savoir-faire et la philosophie enseignée dans ces pages vous donneront autant de pouvoir qu'ils m'en ont donné à moi. Le pouvoir de transformer magiquement notre vie, en donnant corps aux rêves grandioses que nous abritons tous en nous et qu'il est temps de libérer. Quand je considère la vitesse à laquelle j'ai réussi à transformer mes rêves en une réalité vécue, je ne puis m'empêcher d'éprouver un sentiment presque inconcevable de gratitude et d'effroi. Et je suis certainement loin d'être un cas unique. Le fait est que nous vivons à une époque où des tas de gens parviennent à réaliser des choses merveilleuses du jour au lendemain, à connaître des succès qui auraient été inimaginables aux époques antérieures. Voyez le cas de Steve Jobs. C'était un gosse vêtu de blue jeans, sans un sou en poche, qui a eu l'idée d'un ordinateur domestique et a créé une société figurant parmi les 500 premières d'Amérique plus vite que quiconque avant lui dans le passé. Voyez Ted Turner. Il s'est emparé d'un outil de communication qui venait à peine de voir le jour, la télévision par câble.
et à créer un empire. Voyez des gens du show business comme Steven Spielberg ou Bruce Springsteen, ou des hommes d'affaires comme Lee Iacocca ou Ross Perot. Qu'ont-ils d'autre en commun qu'une réussite stupéfiante, prodigieuse? Du pouvoir, tout simplement. Mais quel pouvoir? Car ce mot suscite des réactions affectives très diverses. Pour certaines personnes, le pouvoir a une connotation péjorative. Il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir, d'autres qui se sentent souillés par ce qu'ils considèrent comme quelque chose de vénal et de suspect. Quelle quantité de pouvoir voulez-vous? À quelle quantité de pouvoir estimez-vous avoir droit? Qu'est-ce que le pouvoir signifie vraiment pour vous? Je ne parle pas du pouvoir en termes de conquête ni d'une volonté personnelle qu'il faudrait imposer. Cette sorte de pouvoir dure rarement. Mais vous devez prendre conscience de ce que le pouvoir est une constante humaine. Ou vous élaborez vos idées, ou quelqu'un les élabore à votre place. Ou vous faites ce que vous avez envie de faire, ou vous exécutez les projets d'un autre. Pour moi, le pouvoir ultime est la capacité d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur et de contribuer au bien des autres par la même occasion. C'est la capacité de changer votre vie, d'élaborer vos idées, de faire en sorte que les circonstances vous soient favorables et non hostiles. Le vrai pouvoir se partage, il ne s'impose pas. Il permet de définir des besoins humains et de les satisfaire, vos besoins et ceux des êtres qui vous sont chers. Grâce à lui, vous dirigez votre royaume personnel, votre activité mentale et votre comportement, de manière à obtenir les résultats précis que vous désirez. Tout au long de l'histoire, le pouvoir qui s'exerce sur les êtres humains a pris des formes différentes et contradictoires. À l'origine, le pouvoir résultait simplement de la physiologie. Celui qui était le plus fort et le plus rapide possédait le pouvoir de diriger sa vie ainsi que la vie de ceux qui l'entouraient. Avec le développement de la civilisation, le pouvoir s'est transmis par héritage. Le roi, qui s'entourait des symboles de son hégémonie, régnait avec une autorité incontestée. Les autres tiraient leur pouvoir de leur lien avec lui. Puis, au début de l'ère industrielle, c'est le capital qui est devenu la source du pouvoir. Ceux qui y avaient accès dominaient le processus industriel. Tous ces éléments continuent à jouer un rôle. Mieux vaut posséder du capital que n'en point posséder. Mieux vaut avoir de la force physique que de ne pas en avoir. Aujourd'hui, toutefois, c'est le savoir spécialisé qui constitue une des plus grandes sources de pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous ne sommes plus essentiellement dans une civilisation industrielle, mais dans une civilisation de la communication. Nous sommes à une époque où des idées, des conceptions et des courants nouveaux modifient le monde presque quotidiennement, qu'ils soient fondamentaux, comme la physique quantique, ou triviaux, comme le hamburger le mieux vendu. S'il y a une chose qui caractérise le monde moderne, c'est le flux massif, presque inimaginable, d'informations, et par conséquent de changements. Grâce aux livres, aux films, à la télévision ou aux puces informatiques, cette information nous parvient sous la forme d'une avalanche de données à voir, à entendre et à sentir. Dans notre société, ceux qui possèdent l'information et les moyens de la communiquer disposent de ce dont le roi disposait, un pouvoir illimité. Comme a pu l'écrire John Galbraith, l'argent était le combustible de la société industrielle. Mais dans la société d'information, le combustible, le pouvoir, c'est le savoir. On voit désormais apparaître une nouvelle structure de classe répartie entre ceux qui possèdent l'information et ceux qui doivent fonctionner à partir de l'ignorance. Cette nouvelle classe tient son pouvoir non pas de l'argent ni de la terre, mais du savoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la clé du pouvoir est à la disposition de tous. À l'époque médiévale, si l'on n'était pas roi, on risquait d'avoir beaucoup de mal à le devenir. Au début de la révolution industrielle, si l'on ne possédait pas de capital, les chances d'en amasser étaient extrêmement minces. Mais aujourd'hui, n'importe quel garnement en blue jean peut créer une société qui transformera le monde. Désormais, l'information est la marchandise des rois. Ceux qui ont accès à certaines formes de savoir spécialisés peuvent se transformer eux-mêmes et, dans une large mesure, transformer notre monde.
Cela nous amène à une question évidente. Il est certain qu'aux États-Unis, les différents savoirs spécialisés qui peuvent jouer sur la qualité de notre vie sont accessibles à n'importe qui. On les trouve dans toutes les librairies, tous les magasins de vidéos, toutes les bibliothèques. On peut les obtenir grâce à des conférences, des stages et des cours. Et qui n'a pas envie de réussir? La liste des best-sellers est pleine de recettes qui garantissent l'accomplissement individuel. Chef d'entreprise en 1 minute, à la recherche de l'accomplissement, ce que vous n'apprendrez pas dans les grandes écoles de commerce, les méga-tendances, le tremplin vers l'infini. Et je pourrais continuer. L'information est donc disponible. On se demande alors pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats fabuleux alors que d'autres se contentent de végéter. Pourquoi ne sommes-nous pas tous doués de pouvoir, heureux, riches, en bonne santé? Pourquoi ne réussissons-nous pas tous dans la vie? La raison en est que même à l'ère de l'information ne suffit pas. Si nous n'avions besoin que d'idées et de propositions constructives, nous aurions tous eu un poney quand nous étions enfants, et nous aurions tous à présent la vie dont nous avons toujours rêvé. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot « pouvoir » est « capacité d'agir ». Nous nous laissons piéger mentalement quand nous croyons que les gens doivent leur réussite à un don particulier. Car lorsque nous y regardons de plus près, nous nous apercevons que tous ceux qui connaissent un succès exceptionnel ont un trait commun. Ils savent avant tout se mettre en état d'agir. Ce don, n'importe lequel d'entre nous peut le développer. D'autres, après tout, en savaient autant que Steve Jobs sur l'informatique. D'autres auraient pu prévoir, comme Ted Turner, le potentiel économique énorme du câble. Mais Turner et Jobs ont su agir, et ce faisant, ils ont transformé le rapport qu'ont beaucoup d'entre nous avec le monde. Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Dans le monde moderne, la qualité de la vie dépend de la qualité de notre communication. Nous produisons tous 2 types de communication qui modèlent notre rapport à l'existence. Tout d'abord, nous établissons des communications internes, les choses que nous imaginons et que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, nous établissons des communications externes, mots, intonations, expressions du visage, posture du corps et actions physiques par lesquelles nous communiquons avec le monde. Toute communication que nous émettons est une action, une cause mise en mouvement. Et toutes les communications produisent un effet sur nous-mêmes et sur les autres. La communication est un pouvoir. Ceux qui en maîtrisent l'emploi peuvent modifier la notion qu'ils ont du monde et la notion que le monde a d'eux. Tous les comportements, toutes les sensations s'enracinent dans une forme quelconque de communication. Ce sont ceux qui savent utiliser cet instrument de pouvoir qui jouent sur les pensées, les sentiments et les actions des autres. Voyez les individus qui ont transformé le monde. John Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, le Mahatma Gandhi. Dans un registre plus sinistre, voyez Hitler. Ces personnages avaient en commun d'être des maîtres de la communication. Ils furent capables de formuler un projet, que ce soit d'envoyer des gens dans l'espace ou de créer un État fondé sur la haine, le Troisième Reich, et réussir à réunir un tel consensus autour de leur projet qu'ils influèrent sur la manière de penser et d'agir des masses. Grâce à leur pouvoir de communication, ils transformèrent le monde. N'est-ce pas en fait cela aussi qui place un Spielberg, un Springsteen, un Iacocca, une Fonda ou un Reagan en marge des autres? Ne sont-ils pas passés maîtres dans le maniement de cet outil qu'est la communication? Or, cet outil qui leur permet de mettre les masses en mouvement est aussi celui dont nous avons besoin pour nous pousser nous-mêmes à agir. Notre niveau de maîtrise de la communication avec le monde extérieur déterminera notre niveau de réussite avec les autres, sur le plan personnel, affectif, social et financier. Qui plus est,
Le niveau de réussite auquel vous accédez intérieurement, bonheur, joie, extase, amour ou n'importe quel autre de vos désirs, résulte directement de votre façon de communiquer avec vous-même. La manière dont vous vous sentez ne provient pas de ce qui se passe dans votre vie, elle n'est que l'interprétation que vous donnez de ce qui vous arrive. Certaines situations, c'est évident, conduisent plus facilement à une interprétation positive ou négative, mais il est important de se rappeler que nous pouvons contrôler le processus d'interprétation et agir du même coup sur ce que nous éprouvons et ce que nous faisons. L'exemple des gens qui réussissent nous montre toujours que la qualité de leur vie n'est pas déterminée par ce qui leur arrive, mais par ce qu'ils font en réaction à ce qui leur arrive. Suivant la façon dont vous avez choisi de percevoir la vie, c'est vous qui décidez de vos réactions mentales et de vos actes. Rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Nous avons pour la plupart branché ce processus d'interprétation en mode automatique. Mais nous pouvons toujours récupérer ce pouvoir et modifier immédiatement notre façon de vivre les choses. Ce livre traite de mesures efficaces, ciblées, cohérentes, qui permettent, lorsqu'on les prend, d'obtenir des résultats époustouflants. Si je devais vous expliquer en 3 mots de quoi traite ce livre, je dirais « donner des résultats ». Réfléchissez-y. Est-ce vraiment cela qui vous intéresse? Désirez-vous changer ce que vous pensez de vous-même et du monde? Désirez-vous devenir un meilleur communicateur, mieux aimer les autres, apprendre plus vite, avoir une meilleure santé ou gagner plus d'argent? Et si c'est le cas, il vous est possible d'y arriver seul, et même d'aller beaucoup plus loin. Il vous suffit pour cela d'utiliser correctement le contenu de ce livre. Toutefois, avant d'obtenir de nouveaux résultats, vous devez d'abord prendre conscience que vous obtenez déjà des résultats. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous souhaitez. La plupart d'entre nous rattachent l'essentiel de ce qui se produit dans leur esprit à des phénomènes incontrôlables. Mais, à la vérité, on peut contrôler son activité mentale et son comportement à un point que vous n'avez jamais imaginé. Pourtant, quand vous êtes déprimé, c'est vous qui produisez cette mise en scène que vous appelez dépression. Quand vous êtes en pleine forme, c'est aussi le fruit de votre création. Il faut se rappeler que les états comme la dépression ne vous arrivent pas de l'extérieur. La dépression, ça ne s'attrape pas. C'est vous qui la créez, comme tout ce que vous produisez dans votre vie, au moyen d'actions physiques et mentales spécifiques. Pour être déprimé, il vous faut concevoir votre vie d'une manière déterminée. Vous devez vous dire des choses à vous-même sur le ton de voix qui convient. Vous devez adopter une attitude corporelle et une manière de respirer particulière. Laisser tomber ses épaules et baisser légèrement les yeux aide par exemple énormément à se sentir déprimé. Et il en va de même si vous parlez avec un ton de voix triste et que vous imaginiez les pires scénarios possibles concernant l'avenir. Si vous bouleversez votre équilibre biochimique en vous nourrissant mal, en abusant de l'alcool ou en absorbant des drogues, vous faites baisser le taux de sucre de votre sang et garantissez potentiellement l'apparition de la dépression. Tout ce que je cherche à montrer ici, c'est que la création d'une dépression réclame des efforts et requiert des mesures bien particulières. Cependant, certaines personnes créent cet état si souvent qu'il leur est facile de le reproduire. En fait, ils relient généralement ce schéma de communication interne à toutes sortes d'événements extérieurs. Certaines personnes en retirent tellement de gratification secondaire, attention des autres, compassion, amour, etc., qu'ils finissent par faire de ce mode de communication leur façon normale de vivre. D'autres ont vécu dans cet état pendant si longtemps qu'ils s'y trouvent effectivement bien. Ils s'y identifient. Cela n'empêche pas qu'il nous est possible de modifier nos actions mentales et physiques et par conséquent nos sensations et nos comportements. Vous pouvez atteindre l'extase en adoptant brusquement le point de vue qui provoque cette sensation. Faire apparaître dans votre esprit les images qui provoquent ce sentiment. Modifier le ton et le contenu du dialogue interne que vous avez avec vous-même. Adoptez des postures physiques et des modes respiratoires qui créent cet état dans votre corps. Et vous y êtes. Vous éprouverez une sensation d'extase. Si vous voulez vous montrer bienveillant,
Il vous suffira de modifier vos actions mentales et physiques afin qu'elles correspondent à celles qu'exige l'état de bienveillance. Il en va de même pour l'amour ou tout autre sentiment. On peut assimiler au travail d'un metteur en scène le processus qui consiste à produire des états affectifs en gérant sa communication interne. Pour obtenir les effets qu'il recherche, le réalisateur d'un film manipule ce que vous voyez et entendez. S'il veut que vous ayez peur, il pourra par exemple augmenter le son et projeter tel effet spécial sur l'écran au bon moment. S'il veut susciter chez vous la rêverie, il agira sur la musique, l'éclairage et tout ce qui peut contribuer à cet effet. Un réalisateur peut créer une tragédie ou une comédie à partir du même événement, selon la façon dont il choisit de traiter cet événement. Or, vous pouvez faire la même chose sur l'écran de votre esprit. Vous pouvez diriger votre activité mentale, qui est le fondement de toute action physique, avec autant d'efficacité et de facilité. Montez le son et l'éclairage des messages positifs qui circulent dans votre cerveau et mettre les messages négatifs en veilleuse. En somme, vous pouvez diriger votre cerveau avec autant de brio qu'en déploie Spielberg ou Scorsese pour monter une de leurs scènes. Certains éléments de ce qui va suivre vont vous sembler difficiles à croire. Vous n'imaginez sans doute même pas qu'il existe une façon de regarder les gens permettant de savoir exactement ce qu'ils pensent, ni que l'on peut mobiliser à volonté ses ressources les plus puissantes. Mais si vous aviez annoncé il y a un siècle que les hommes iraient sur la Lune, on vous aurait pris pour un fou. Si vous aviez dit qu'il serait possible de se rendre d'un bout à l'autre des États-Unis en 5 heures, on vous aurait qualifié de doux rêveur. Pourtant, il a suffi de maîtriser certaines techniques et de comprendre les lois de l'aérodynamique pour que ces exploits deviennent réalisables. Il existe même un constructeur aéronautique qui travaille sur un véhicule devant être capable, d'ici 10 ans, de conduire des passagers de New York à Los Angeles en 12 minutes. Les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique pour y parvenir. C'est ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. La première étape de cette formule consiste à savoir où l'on veut aboutir, c'est-à-dire définir précisément ce que l'on veut. La seconde étape consiste à agir, sinon vos désirs resteront toujours des rêves. Vous devez prendre les mesures qui, selon vous, offriront la meilleure possibilité de produire l'effet recherché. Or, les mesures que nous prenons ne produisent pas toujours les effets désirés. Aussi, la troisième étape consiste-t-elle à développer une acuité sensorielle permettant d'identifier les réactions et les effets engendrés par votre action et de reconnaître aussi vite que possible si cette action vous rapproche de votre but ou si elle vous en éloigne. Vous devez savoir ce que produit votre action, que ce soit les paroles que vous prononcez dans une conversation ou vos habitudes quotidiennes. Si ce que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devrez noter quels sont les effets que votre action a produits afin que cela vous serve d'expérience. Et c'est alors que vous parviendrez à la quatrième étape. Acquérir assez de souplesse pour modifier votre comportement jusqu'à obtention du résultat désiré. Si vous observez les gens qui ont réussi, vous constaterez qu'ils ont suivi ces étapes. Ils ont commencé par définir une cible, car sans but, pas de tir au but. Ils ont ensuite agi, car connaître son but ne suffit pas. Ils ont été capables d'identifier la réaction qu'ils obtenaient. Et ils n'ont cessé de s'adapter, de modifier leur comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui fonctionnait efficacement. Tout effort discipliné offre une récompense multiple. Jim Rohn. Voyez le cas de Steven Spielberg. À l'âge de 36 ans, il est devenu le cinéaste le plus célèbre de tous les temps. Il est déjà l'auteur de 4 des 10 films les plus diffusés au monde, dont E.T., l'extraterrestre, film qui a battu tous les records d'audience jamais atteints. Comment est-il parvenu là si jeune? C'est une histoire remarquable. Depuis l'âge de 12 ou 13 ans, Spielberg savait qu'il voulait devenir metteur en scène de cinéma. Mais sa vie changea en un après-midi, au cours duquel il participa à la visite organisée des studios de la compagnie Universal. Il avait alors 17 ans. Le programme ne prévoyait cependant pas la visite des plateaux où se passent les choses intéressantes. Sachant cela, Spielberg décida de passer à l'action. Il faut s'accompagner à tout le monde afin d'assister à un vrai tournage
et finit par rencontrer le responsable du service des scénarios qui bavarda avec lui pendant 1 heure et manifesta de l'intérêt pour ses projets de film. Avec n'importe qui, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Spielberg n'était pas n'importe qui. Il possédait un pouvoir personnel. Il savait ce qu'il voulait. Sa première visite lui ayant servi de leçon, il changea sa façon d'agir. Le lendemain, il mit un costume, emprunta la mallette de son père où il ne mit qu'un sandwich et 2 barres de chocolat, et il retourna au studio. Faisant comme s'il était de la maison, il franchit le poste de garde d'un air décidé. Une fois sur place, il avisa une caravane abandonnée et, à l'aide de lettres en plastique, il inscrivit sur la porte « Steven Spielberg, réalisateur ». Puis, il passa l'été à rencontrer des metteurs en scène, des écrivains, des scénaristes, à traîner à la lisière de ce monde qui le fascinait, à tirer profit de la moindre conversation, à observer et développer une acuité sensorielle de plus en plus vive à l'égard de tout ce qui touchait au cinéma. Finalement, à l'âge de 20 ans, il était déjà devenu un familier des studios, ce qui lui permit de montrer à Universal un petit film qu'il avait réalisé avec les moyens du bord, et on lui offrit alors de signer un contrat de 7 ans pour la réalisation de feuilletons télévisés. Son rêve était devenu réalité. Spielberg avait-il appliqué la formule fondamentale de la réussite? Sans aucun doute. Il possédait ce don particulier, savoir ce qu'il voulait. Il savait quand son action le rapprochait ou l'éloignait de son but, et il possédait cette souplesse qui permet de modifier son comportement de manière à obtenir ce que l'on veut. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent font la même chose. Ils ne cessent de s'adapter jusqu'à ce qu'ils aient la vie qu'ils souhaitaient. Voyez Barbara Black, recteur de la faculté de droit de l'Université de Columbia. Elle avait rêvé d'occuper ce poste un jour. Étudiante, elle s'était lancée dans ce domaine encore largement dominé par les hommes, le droit, et avait décroché le diplôme de Columbia. Puis, elle avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour se fixer un autre but, fonder un foyer. 9 ans plus tard, elle estimait qu'elle était de nouveau prête à poursuivre sa carrière, s'inscrivait à un cours de 3e cycle à Yale et acquérait les compétences d'enseignante, de chercheuse et d'écrivain qui devaient l'amener à occuper le poste dont elle avait toujours eu envie. Elle avait élargi l'horizon de ses convictions, changé sa façon de voir les choses et réussi à combiner la poursuite de 2 objectifs. Et elle est maintenant recteure d'une des facultés de droit les plus prestigieuses des États-Unis. Elle a su sortir du moule conventionnel et a montré qu'il était possible de le faire à tous les niveaux. A-t-elle appliqué la formule fondamentale de la réussite? Bien entendu. Sachant ce qu'elle voulait, elle a essayé une solution et quand ça ne donnait rien, n'a cessé de s'adapter jusqu'à trouver l'équilibre entre ses différentes raisons de vivre. Et outre ses fonctions à la tête d'une importante université, elle remplit parfaitement ses rôles de mère et de maîtresse de maison. Autre exemple. Savez-vous comment le colonel Sanders a bâti l'empire qui a fait de lui un millionnaire tout en bouleversant les habitudes gastronomiques d'une nation? Quand il a commencé, il n'était qu'un simple retraité qui connaissait une recette de poulet frit. Un point, c'est tout. Il avait eu un petit restaurant qui allait droit à la faillite depuis que l'on avait détourné la route au bord de laquelle il se trouvait. Mais lorsqu'il reçut son premier chèque du chômage, il décida de voir s'il ne pourrait pas gagner un peu d'argent en vendant sa recette. Il pensa tout d'abord à la vendre à des restaurateurs, contre un pourcentage sur leurs bénéfices. Ce n'est peut-être pas la solution la plus réaliste pour fonder une affaire. Et le fait est qu'il ne fut pas propulsé immédiatement au firmament de la célébrité. Il sillonnait le pays en tous sens, dormant dans sa voiture, essayant de trouver quelqu'un qui fût prêt à le soutenir. Il sonnait à toutes les portes, modifiait son projet à chaque instant. 1000 fois on lui ferma la porte au nez, jusqu'au jour où le miracle se produisit. Quelqu'un lui dit « Oui, le colonel était lancé ». Combien d'entre vous connaissent une recette de cuisine? Combien d'entre vous ont la force physique et le charisme d'un vieil homme râblé, vêtu d'un complet blanc? Beaucoup. Mais le colonel Sanders a fait fortune parce qu'il possédait la capacité de prendre le taureau par les cornes et d'agir avec détermination. Il possédait ce pouvoir personnel nécessaire pour atteindre le but recherché.
Il possédait cette capacité de s'entendre répondre non 1 millier de fois et de continuer à communiquer avec lui-même de manière à se convaincre de frapper à la porte suivante, avec la certitude qu'elle pouvait être celle où on lui dirait oui. Tout ce que contient ce livre vise à fournir à votre cerveau les signaux qui vous donneront le pouvoir d'agir de la manière la plus efficace possible. Je dirige presque chaque semaine un séminaire de 4 jours appelé « La révolution de l'esprit ». Dans ce séminaire, nous enseignons toutes sortes de choses, depuis la façon de faire fonctionner son cerveau le plus efficacement possible, jusqu'à la manière de se nourrir, de respirer et faire de la gymnastique afin de développer au maximum son énergie personnelle. De la peur au pouvoir, tel est le titre que nous avons donné à la première soirée de ce séminaire, qui a pour but d'apprendre aux gens à agir au lieu de se laisser arrêter par la peur. Et le 4e jour, nous leur offrons la possibilité de marcher sur le feu, c'est-à-dire de franchir pieds nus 4 mètres de charbons ardents dont la température varie entre 650 et 1100 degrés. Dans les groupes avancés, il y a même des gens qui traversent parfois des lits de braise de près de 15 mètres de long. La fascination des médias pour la marche sur le feu a, j'en ai peur, détourné le sens de mon message. L'objectif n'est pas de marcher sur le feu. Autant savoir tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose à retirer sur le plan économique ou social d'une déambulation extatique sur une couche de charbons ardents. La marche sur le feu est une expérience de pouvoir personnel, un exemple des possibilités que nous recelons en nous et une occasion d'obtenir des résultats qu'on avait cru jusque-là inaccessibles. Depuis des milliers d'années, les hommes pratiquent diverses formes de marche sur le feu. Dans certaines parties du monde, c'est un acte mystique. Quand je dirige une marche sur le feu, cela ne correspond pas à une pratique religieuse au sens habituel du terme, mais c'est une expérience de croyance. Cela montre aux gens de la manière la plus physique qui soit qu'ils peuvent changer, croître, grandir, faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Cela leur apprend que leurs plus grandes peurs et leurs limites ne leur sont imposées que par eux-mêmes. La question de savoir si vous pouvez marcher sur le feu ou non tient à votre capacité de communiquer avec vous-même d'une manière qui vous conduise à agir, malgré toutes les peurs programmées en vous devant ce qui peut arriver. La leçon est simple. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, du moment que vous réussissez à mobiliser les ressources vous permettant de croire à ce que vous voulez faire et de prendre les mesures utiles. Tout cela aboutit à une idée simple. Le succès n'arrive pas par hasard. La différence entre ceux qui obtiennent des résultats positifs et ceux qui n'en obtiennent pas ne tient pas à un vulgaire coup de dé. Il existe des schémas d'action cohérents, logiques, des voies spéciales qui mènent à la réussite et sont à la portée de nous tous. Nous sommes capables de libérer la magie que nous recelons en nous. Nous devons simplement apprendre à nous mettre en état d'utiliser notre esprit et notre corps de la manière la plus puissante et la plus féconde possible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un Spielberg ou un Springsteen pouvaient bien avoir en commun? Ce que partageaient John Kennedy et Martin Luther King pour toucher autant de monde d'une manière aussi profonde? Qu'est-ce qui place Ted ou Tina Turner à part? Sans parler de Pete Rose ou de Ronald Reagan. La capacité de prendre les mesures efficaces pour réaliser leurs rêves. Mais qu'est-ce qui leur a permis de continuer, jour après jour, à mettre tout ce qu'ils possédaient dans tout ce qu'ils faisaient? Certes, il y a à cela de nombreux facteurs. Je crois toutefois qu'il existe 7 traits fondamentaux qu'ils ont tous cultivés. 7 caractéristiques qui les ont conduits à faire ce qu'il fallait pour réussir. Il s'agit des 7 mécanismes de base susceptibles de vous assurer le succès à vous aussi. Trait numéro 1, la passion. Tous ces individus se sont découverts une raison dévorante, dynamisante, presque obsédante, de faire plus, de se dépasser, de se surpasser. Elle leur a donné l'énergie nécessaire pour capter leur vrai potentiel. C'est la passion qui a poussé un Pete Rose à foncer tête la première chaque fois qu'il le fallait. C'est la passion qui distingue les actions d'un Ted Turner de celles de tant d'autres. C'est la passion
qui conduit des informaticiens à consacrer des années de labeur pour opérer ces percées scientifiques qui ont permis à des hommes et à des femmes de se lancer dans l'espace et d'en revenir. C'est la passion qui pousse certains à se coucher tard et à se lever tôt. C'est de passion dont les gens ont envie dans leurs relations. La passion donne à la vie sa force, son sens et son piment. Pas d'aspiration grandiose sans passion, qu'il s'agisse de celle d'un athlète, d'un artiste, d'un savant, d'un parent ou d'un homme d'affaires. Nous verrons plus loin, au chapitre 11, comment libérer la force intérieure qui fait naître la passion. Trait numéro 2, la conviction. Tous les ouvrages religieux de la planète parlent du pouvoir de la foi et de la conviction. Ce sont leurs convictions intérieures qui distinguent en grande partie ceux qui accomplissent une œuvre de ceux qui ne font rien. Les convictions que nous possédons sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir déterminent avec précision ce que nous serons. Si nous croyons à la magie, nous aurons une vie magique. Si nous pensons que notre vie est limitée, nous donnons aussitôt une réalité à ses limites. Ce que nous croyons vrai, ce que nous croyons possible, devient vrai et possible. Ce livre vous fournit un moyen scientifique de transformer rapidement vos convictions afin qu'elles vous aident à réaliser vos désirs les plus chers. Beaucoup de gens sont passionnés, mais à cause des limites qu'ils croient leurs, ils n'agissent jamais de façon à ce que leurs rêves se réalisent. Les individus qui réussissent savent ce qu'ils veulent et ont la conviction qu'ils peuvent l'obtenir. Nous verrons au chapitre 4 et 5 ce que sont les convictions et comment s'en servir. Trait numéro 3. La stratégie. La passion et la conviction fournissent la force de propulsion qui conduit à la réussite. Mais cette force de propulsion ne suffit pas. Si c'était le cas, on se contenterait d'approvisionner les fusées en carburant et de les lancer à l'aveuglette dans l'espace. Outre le carburant, il faut une direction. La notion d'une progression logique. Pour réussir à atteindre notre but, nous avons besoin d'une stratégie. J'appelle stratégie la façon dont nous utilisons nos ressources. Quand Steven Spielberg a décidé de devenir cinéaste, il a tracé un itinéraire qui devait le conduire vers l'empire qu'il avait décidé de conquérir. Il a déterminé ce qu'il désirait apprendre, qui il voulait rencontrer et ce qu'il devait faire. Il avait une passion et une conviction, mais il avait aussi la stratégie qui devait lui permettre d'en tirer le meilleur profit. Ronald Reagan a mis au point un certain nombre de stratégies de communication qu'il utilise de manière systématique pour obtenir ce qu'il désire. Tous les grands comiques, hommes politiques ou chefs d'entreprise, savent qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources pour réussir. Il faut utiliser ces ressources de la manière la plus efficace possible. Avoir une stratégie, c'est admettre que les meilleurs talents et les plus grandes ambitions doivent aussi trouver le meilleur chemin. On peut ouvrir une porte en la défonçant ou trouver la clé qui permet de l'ouvrir sans l'abîmer. Nous étudierons les stratégies qui engendrent la réussite au chapitre 7 et 8. Trait numéro 4. La clarté des valeurs. Quand on évoque les qualités humaines qui font un grand peuple, on pense au patriotisme, à la fierté, à la tolérance et à l'amour de la liberté. C'est ce qu'on appelle ces valeurs. Les valeurs sont en effet les jugements fondamentaux d'ordre éthique, moral ou pratique que nous portons sur ce qui compte vraiment. Elles constituent un ensemble de convictions sur ce que nous jugeons bien ou mal dans notre vie, de raisons que nous nous donnons pour penser que la vie vaut d'être vécue. Or, beaucoup de gens n'ont pas une idée claire de ce qu'ils estiment important. Souvent, des individus font des choses dont ils ne sont pas contents pour la simple raison qu'ils ne veulent pas s'avouer ce qu'inconsciemment ils jugent bien ou mal pour eux-mêmes et pour les autres. Lorsqu'on observe les grandes réussites, on constate presque toujours qu'elles sont le fait d'individus qui avaient une idée précise de ce qu'ils jugeaient important. Voyez Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King Jr., John Wayne, Jane Fonda. Ils avaient tous des conceptions différentes, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est un fondement moral, une notion claire de ce qu'ils étaient et de leur raison d'agir. La connaissance des valeurs auxquelles on est attaché est un des éléments les plus féconds dans la poursuite de la réussite. Nous étudierons cette question des valeurs au chapitre 18.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, tous ces traits sont complémentaires les uns des autres. La passion est-elle influencée par les convictions? Évidemment. Plus nous sommes convaincus de pouvoir mener une entreprise à bien, plus nous sommes prêts à nous consacrer à cette tâche. La conviction suffit-elle à elle seule pour parvenir à la réussite? C'est certes un bon début, mais si vous êtes convaincu que vous allez assister à un lever de soleil et que pour atteindre cet objectif, vous vous précipitez vers l'ouest, vous risquez d'être déçu. La stratégie qui conduit au succès change-t-elle selon nos valeurs? Poser la question, c'est y répondre. Si votre stratégie de réussite exige que vous fassiez des choses qui ne correspondent pas à vos certitudes inconscientes sur ce qui est bien et ce qui est mal, la meilleure stratégie du monde ne donnera rien. On rencontre fréquemment ce cas chez les individus qui commencent par réussir et finissent par saboter leur propre réussite. Le problème vient de ce qu'il existe un conflit intérieur entre les valeurs de l'individu et ses stratégies. De la même manière, les 4 éléments que nous venons d'examiner sont inséparables du trait numéro 5, l'énergie. L'énergie peut être cette façon ravageuse, gaie, de s'impliquer comme un Bruce Springsteen ou une Tina Turner. Cela peut être le dynamique esprit d'entreprise d'un Steve Jobs ou d'un Ted Turner. Cela peut être la vitalité d'un Ronald Reagan ou d'une Katharine Hepburn. Il est en effet presque impossible de se diriger vers la réussite d'un pas nonchalant. Les gens qui réussissent profitent des occasions ou les suscitent. Ils vivent comme s'ils étaient obsédés par l'éventualité qu'une occasion extraordinaire s'offre à eux chaque jour et par l'idée que la seule chose dont tout le monde manque, c'est le temps. Il existe sur cette terre beaucoup de gens qui ont une passion à laquelle ils croient. Ils connaissent la stratégie qui permettrait de l'assouvir, et leur passion est en accord avec les valeurs auxquelles ils sont attachés. Mais il leur manque la vitalité physique nécessaire pour agir à bon escient. Une grande réussite est inséparable de l'énergie physique, intellectuelle et spirituelle qui permet de tirer le meilleur parti de ce que nous avons entre les mains. Au chapitre 9 et 10, nous découvrirons et apprendrons à utiliser les outils qui permettent d'augmenter immédiatement le ressort physique. Trait numéro 6. L'art de se lier. Presque tous les êtres qui réussissent ont en commun une extraordinaire capacité de se lier aux autres, ce don d'entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs origines sociales et leurs idées. On rencontre certes de temps en temps un savant fou qui invente un objet qui transforme le monde. Mais si ce génie passe le plus clair de son temps dans un désert de solitude, il réussira dans un domaine, mais échouera dans beaucoup d'autres. Ceux qui ont connu de grandes réussites, les Kennedy, Luther King, Reagan, Gandhi, possédaient tous cette capacité de susciter des liens les unissant à des millions d'autres personnes. La plus grande réussite ne se produit pas sur la scène mondiale, elle se produit dans les replis les plus cachés de votre cœur. Au fond de soi, chacun éprouve le besoin d'établir des liens d'amour durables avec autrui. Faute de cela, toute réussite, tout accomplissement reste vide. Nous en apprendrons plus sur cette question au chapitre 13. Le dernier trait, essentiel, est une caractéristique dont nous avons déjà parlé plus haut. Trait numéro 7, la maîtrise de la communication. Ce sujet constitue l'essence de ce livre. Notre façon de communiquer avec les autres et avec nous-mêmes détermine en dernier ressort la qualité de notre vie. Les gens qui réussissent ont appris à relever tous les défis et à se communiquer cette expérience à eux-mêmes d'une manière qui les conduit à changer les choses dans le sens de la réussite. Les gens qui échouent subissent l'adversité et acceptent les limites que cette dernière leur impose. Les êtres qui modèlent notre vie et notre culture sont aussi des maîtres de la communication extérieure. Ce qu'ils ont en commun, c'est la capacité de communiquer une vision, une quête, une joie ou une mission. La maîtrise de la communication, c'est ce qui fait un grand artiste, un grand homme politique, un grand professeur ou un parent merveilleux. D'une manière ou d'une autre, presque tous les chapitres de ce livre concernent la communication, l'art de combler des fossés, d'ouvrir de nouvelles voies, de partager de nouvelles visions. La première partie de cet ouvrage vous montrera comment prendre en charge et gérer votre esprit et votre corps
avec une efficacité jamais atteinte auparavant. Nous travaillerons sur des facteurs qui touchent à la manière dont vous communiquez avec vous-même. Dans la deuxième partie, nous étudierons comment découvrir ce que vous attendez vraiment de la vie, comment communiquer plus efficacement avec les autres et comment être en mesure d'anticiper les types de comportements qu'adoptent systématiquement certaines catégories de personnes. La troisième partie examine dans une perspective plus globale notre comportement, nos motivations et ce que nous pouvons accomplir au niveau non plus personnel, mais général. Elle traite de l'utilisation des talents que vous avez cultivés pour devenir un meneur d'hommes. Quand j'ai écrit ce livre, mon objectif était de réaliser un manuel du développement humain, un ouvrage bourré de tout ce qu'il y a de mieux et de plus récent en matière de techniques de transformation de l'homme. Je voulais vous armer des savoir-faire et des stratégies vous permettant de changer tout ce que vous vouliez changer, plus vite que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir le faire. Je voulais vous donner la possibilité très concrète d'améliorer la qualité de votre vie. Je voulais aussi rédiger un ouvrage auquel vous pourriez revenir continuellement et dans lequel vous trouveriez toujours quelque chose d'utile. J'étais conscient que tous les sujets que je désirais aborder auraient pu faire chacun l'objet d'un livre. Mais je voulais toutefois vous fournir une information complète, un outil qui puisse vous servir dans tous les domaines. J'espère que ce livre sera pour vous tout cela à la fois. Quand le manuscrit en a été achevé, les commentaires des premiers lecteurs ont été très encourageants, sauf sur un point. Plusieurs personnes m'ont dit en effet « Vous avez fait 2 livres en un, pourquoi ne pas le couper en 2, publier le premier maintenant et faire paraître l'autre comme une suite, 1 an plus tard ?» Mon but était de fournir au lecteur une information de qualité aussi abondante que possible et le plus vite possible. Je ne voulais pas vous transmettre ce savoir-faire au compte-gouttes. En outre, ayant appris par diverses enquêtes que moins de 10% des acheteurs de livres poussaient leur lecture au-delà du premier chapitre, je craignais que certaines personnes ne s'arrêtent avant les parties que je juge les plus intéressantes. Tout d'abord, j'ai refusé de croire à ce chiffre. Puis, je me suis rappelé que moins de 3% des Américains jouissent d'une relative indépendance financière, que moins de 10% d'entre eux se sont fixés des buts à atteindre, que seulement 35% des femmes et une proportion encore moindre des hommes estiment qu'elles sont en bonne condition physique, et enfin qu'un mariage sur 2 aboutit à un divorce. Il y a donc en somme très peu de gens qui mènent la vie dont ils avaient rêvé. Pourquoi ? Parce qu'y parvenir exige un effort systématique, une action soutenue. On demandait un jour à Bunker Hunt, le milliardaire du pétrole texan, s'il avait un conseil à donner aux gens qui veulent réussir. Il répondit que la réussite était une chose simple. Premièrement, choisir ce qu'on veut avec précision. Deuxièmement, décider qu'on est prêt à payer le prix pour l'avoir. Et payer ce prix. Si vous ne franchissez pas ce deuxième pas, vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez à long terme. Pour désigner ceux qui savent ce qu'ils veulent et sont prêts à payer le prix pour l'obtenir, j'emploie volontiers l'expression « la minorité qui agit », par opposition à la majorité qui parle. Aussi, en vous invitant à jouer avec les données de ce livre, à les lire de bout en bout, à partager avec d'autres ce que vous aurez appris et à en retirer 1000 satisfactions, je suis bien conscient de vous lancer un défi. Saurez-vous le relever ? J'ai mis l'accent dans ce chapitre sur la primauté de l'action. Mais il existe de nombreuses manières d'agir. Elles relèvent pour la plupart du coup par coup. Beaucoup de gens qui ont connu une grande réussite la doivent à ce qu'ils ont su s'adapter et se réadapter un nombre de fois incalculable jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils cherchaient. La méthode du coup par coup est excellente, sauf sur un point. Elle demande une énorme quantité de la seule ressource dont personne n'aura jamais trop, le temps. Et s'il existait un moyen d'agir en accélérant la phase de l'apprentissage? Et si je parvenais à vous enseigner ce que les gens ayant réussi ont appris avant vous? Et si vous pouviez découvrir en quelques minutes ce que certains ont mis des années à perfectionner? Le moyen d'y parvenir consiste à se modeler sur les autres, à reproduire exactement leur conduite exemplaire.
Mais que font-ils qui les placent en marge de tous ceux qui se contentent de rêver de la réussite? C'est ce que nous allons voir maintenant.